Le café a heurté le sol avant que son cerveau ne puisse le réaliser. Juste le son, de la céramique contre le carrelage, une éclaboussure humide, a fait sursauter notre fils depuis le couloir. Elle ne l'a même pas regardé. Elle était trop concentrée sur moi, ou plutôt sur ce que je venais de dire. Je ne l'ai pas répété. Ce n'était pas nécessaire. Les mots avaient déjà été gravés au fer rouge dans le silence, je m'entraînais pour quand tu ne seras plus là. Elle est restée là figée, tenant l'anse de la tasse cassée comme si elle pouvait expliquer quelque chose. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle avait une réponse préparée. Peut-être une demi-blague ou une dérobade pour me faire sentir coupable, mais rien n'est sorti. Calmement j'ai pris une serviette en papier, j'ai essuyé le café comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, et je l'ai jeté à la poubelle sans la regarder. J'ai préparé son déjeuner, ai-je dit, en fermant la fermeture éclair de la boîte à lunch Spider-Man de notre fils. Des pancakes dans le thermos. Il les aime coupés en petits triangles. Toujours aucune réponse de sa part, juste de grands yeux tachés de mascara qui me fixaient comme si une deuxième tête m'avait poussé pendant la nuit. J'ai glissé la boîte à lunch dans son sac à dos, j'ai attrapé mes clés, et j'ai fait une pause juste assez longue pour dire « Vérifie ta boîte de réception avant de partir ». Et c'était tout. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste un matin tranquille dynamité par une seule phrase à laquelle elle ne s'attendait pas. On pouvait pratiquement sentir la peur s'échapper de sa peau comme de la vapeur. Pour les gens qui écoutent, tant mieux pour vous. Plus de 90% d'entre vous entendent des histoires comme celle-ci, ressentent quelque chose, et passent à autre chose sans appuyer sur ce petit bouton d'abonnement. Je ne suis pas ici pour mendier, mais si vous voulez que nous continuions à faire cela, à lever le voile sur des histoires dont personne ne parle, appuyez dessus. Cela permet à l'équipe de continuer et dit à l'algorithme que nous méritons son attention. Quoi qu'il en soit, elle avait passé les 4 derniers mois à traiter la maison comme une escale, pas comme un foyer. Les dîners d'équipe tardifs, les réunions clients surprises, les événements de réseautage qui, d'une manière ou d'une autre, n'incluaient pas les conjoints. Au début je la croyais, ou peut-être que je voulais la croire. J'ai joué mon rôle, j'ai préparé le dîner, j'ai aidé notre fils avec ses devoirs, j'ai fait semblant que le siège vide à table n'était pas un signal d'alarme enrobé de rouge à lèvres et de mensonges. Mais voilà le truc avec le silence. Il vous donne de l'espace pour vous préparer. Elle ne savait pas pour la nuit où j'ai attendu dans le garage avec les lumières éteintes. Je me suis assis dans le noir les bras croisés alors que sa voiture entrait à minuit 47. Je l'ai vu arranger ses cheveux dans le rétroviseur. Je l'ai vu envoyer un texto à quelqu'un, en souriant. Elle ne savait pas pour le deuxième téléphone que j'ai trouvé sous le siège passager quand j'ai passé l'aspirateur dans la voiture pour son anniversaire, ni pour la tache de rouge à lèvres sur la grille de ventilation côté passager. Une tache. Non, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas confronté. J'ai documenté. Ce matin-là, elle s'accrochait encore à l'illusion qu'elle avait toutes les cartes en main, que j'étais juste un père fatigué, trop distrait par les histoires du soir et les courses pour remarquer qu'elle s'éloignait. Mais voici ce qu'elle n'a pas compris. Je n'étais pas froid parce que j'avais cessé de m'en soucier, j'étais froid parce que j'avais cessé de faire semblant. Il y a une différence. Elle se tenait dans les décombres de sa propre performance dans sa robe de chambre, ses cheveux en désordre, ce pathétique hoquet qu'elle a eu quand la tasse a heurté le sol et qu'elle a réalisé, peut-être pour la première fois, que le scénario avait changé et qu'elle n'était plus celle qui tenait le stylo. Les dimanches matins signifiaient autrefois des gaufres, des dessins animés, et mon fils courant dans le couloir dans son pyjama de super-héros. Elle avait l'habitude de se joindre à nous, avait l'habitude. Dernièrement, elle ne faisait même plus semblant de faire partie de ce rituel. Le dimanche matin n'était plus qu'une autre gueule de bois avec une histoire différente. Alors que j'étais assis par terre à aider notre fils à construire un vaisseau spatial en Lego, elle a finalement décidé d'ouvrir son ordinateur portable, s'attendant probablement à une invitation de calendrier ou à un message LinkedIn inutile d'un type qui, selon elle, n'envoyait que des mèmes de réseautage. Au lieu de cela, ce qu'il a accueilli était un dossier froid et silencieux, proposition de séparation, version préliminaire, examen initial. Pas de message, pas de manifeste furieux, pas d'accusation, juste ce titre, stérile, légal, final. Elle a cliqué, s'attendant peut-être à un bluff. Peut-être que j'essayais de lui faire peur pour qu'elle se ressaisisse, mais ensuite elle a vu le premier document, proposition de garde, rotation en semaine. C'était clairement étiqueté. Des puces, des jours spécifiques, pas de drame, juste de la logistique. Le deuxième fichier, partage des biens. Recommandation de la première phase. Chaque compte, chaque véhicule, même le box de stockage qu'elle pensait que j'avais oublié. Tout était là, divisé proprement, sans malice, seulement avec précision. Elle a continué à faire défiler. Le troisième document était pire, journal des absences. Nuit passée dehors de mai à août. 87 dates horodatées, chacune montrant ses retours tardifs à la maison. Certaines avaient des captures d'écran, sa voiture rentrant dans l'allée.
d'autres avaient des entrées de journal, ce que notre fils m'a demandé en l'attendant. Les collations que je lui ai données pour le distraire, ses dessins, ce qu'elle n'a jamais vu. 18 juin, est-ce que maman est toujours vivante? Celle-là a fait mal, n'est-ce pas? Elle a fait défiler plus vite, comme si la vitesse pouvait distancer la vérité, mais elle ne le pouvait pas. Vers la fin, j'avais joint un calendrier à noter, marqué en jaune chaque nuit où elle était au travail, marqué en rouge chaque événement scolaire qu'elle a manqué. Le récital de fin d'année, la réunion parents-professeurs, le jour où il était malade et l'a réclamé. Et enfin, la nuit où elle est rentrée à 2h13 du matin sentant le parfum de quelqu'un d'autre, marqué en noir. Elle a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec comme s'il l'avait personnellement insulté, puis elle est restée assise là, figée comme le fantôme de la femme qu'elle prétendait être. Mais voilà le truc. Elle n'y croyait toujours pas. Pas encore. Elle se disait que je bluffais, que ce n'était qu'un tir de semonce, que j'étais blessé, pas sérieux, parce que si elle croyait le contraire, elle devrait accepter la véritable horreur. Que je n'ai pas crié parce que je n'essayais pas de réparer les choses. J'en avais simplement fini. Plus tard dans la journée, elle errait dans la cuisine, marmonnant pour elle-même comme une criminelle retraçant ses pas sur la scène du crime. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle calculait, essayant de comprendre ce que je savais, depuis combien de temps je le savais, et ce que j'avais l'intention de faire ensuite. L'ironie, c'est que tout ce qu'elle avait besoin de savoir était déjà là, dans le silence, dans le fait que je n'avais inclus aucun paragraphe expliquant le pourquoi, aucune supplique, aucune négociation, aucun il faut qu'on parle, parce que quand un homme lâche vraiment prise, il n'y a plus rien à expliquer. Elle a pris son téléphone, probablement pour m'envoyer une non-excuse soigneusement rédigée. Je l'ai vue s'allumer de l'autre côté de la pièce et je l'ai ignorée. Au lieu de cela, j'ai sorti une autre pièce de Lego de la boîte et je l'ai donnée à mon fils. Tiens, ai-je dit. Celle-ci est pour les propulseurs de la fusée, parce que certains dimanches sont pour construire, d'autres pour démolir. Le lundi matin n'a pas commencé avec du café ou des bavardages. Il a commencé avec son téléphone vibrant comme une alarme incendie. Elle était restée éveillée toute la nuit à faire semblant de dormir, la lueur de son écran éclairant la chambre alors qu'elle parcourait mes fichiers encore et encore, cherchant une faille. Elle s'est dit qu'elle appellerait Suzanne à la première heure, notre avocate de famille, l'amie neutre qui a rédigé nos testaments et nos accords de refinancement, qui nous avait reçus dans sa maison au bord du lac l'été dernier et avait ri de nos blagues privées. Suzanne était sûre, prévisible. Suzanne lui dirait quoi faire. Elle a composé une fois, directement sur la messagerie vocale. Elle a réessayé. Messagerie vocale. Elle a envoyé un email, tapant vite, trop fort. Suzanne, appelle-moi d'urgence. Nous devons discuter des documents de mon mari. Envoyer. Attendre. Son téléphone a vibré une minute plus tard. Ce n'était pas une réponse de Suzanne, mais une réponse automatique, nette et clinique. En raison d'un conflit d'intérêts, je me suis récusé de toute représentation. Veuillez consulter un conseil indépendant. Cette décision est définitive. C'était tout. Pas de salutation, pas de signature, juste un mur juridique qui se dressait juste devant elle. Elle a fixé l'écran, l'a relu 2 fois, puis 3 fois. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle essayait de respirer sous l'eau. Conflit d'intérêts. Récusé. Conseil indépendant. Les mots sonnaient comme une autre langue pour elle, mais je savais qu'elle comprenait assez. Elle venait de perdre la seule personne qu'elle pensait la protégerait. Elle a fermé l'ordinateur portable si fort que le couvercle a rebondi. Elle a resserré sa robe de chambre et est sortie en courant par la porte de derrière. Pieds nus. Je taillais les haies avec mes écouteurs, portant un simple t-shirt et une expression que je n'avais pas vue depuis des mois. Calme, posée, concentrée. Pourquoi Suzanne nous quitte, a-t-elle lâché, sa voix aiguë et cassante. Le nous était presque un cri. Je n'ai même pas arrêté de tailler. Elle ne nous quitte pas. J'ai levé les yeux, puis j'ai croisé son regard pendant une fraction de seconde et j'ai lâché la phrase comme si je commandais un déjeuner. Elle me représente maintenant. Son visage s'est vidé de sa couleur en temps réel. Toute la couleur est juste partie, comme regarder un Polaroid se développer à l'envers. Elle a attrapé la chaise de patio pour se stabiliser, ses ongles tambourinant sur le métal. Tu ne peux pas, elle a toujours été. J'ai éteint le taillet et j'ai laissé le silence faire son travail. Elle n'avait aucune idée du nombre de cafés tranquilles que Suzanne et moi avions eu au cours des 2 derniers mois. Combien d'appels tardifs elle avait pris après avoir vu mes preuves, avec quelle facilité elle avait accepté de changer de camp une fois que la vérité était sur la table. J'ai posé le taillet, je me suis essuyé les mains sur un chiffon, et je lui ai lancé un regard qui n'était ni de la colère ni de la suffisance. Juste de la finalité. Appelle qui tu veux, ai-je dit. Mais n'appelle pas Suzanne. Elle est restée là, serrant sa robe de chambre comme un bouclier,
la rosée de l'herbe remontant sur ses pieds nus, et pour la première fois, elle avait l'air plus petite que la maison qu'elle dirigeait autrefois. Elle a essayé de parler à nouveau, mais rien n'est sorti. J'ai ramassé le taillet, j'ai remis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture sur un podcast. Pas de la musique, juste un podcast sur l'entretien des bonsaïs. Elle n'avait aucune idée que j'avais commencé à apprendre il y a des semaines, façonnant silencieusement de petits arbres pendant qu'elle était en train de réseauter. Derrière moi, j'ai entendu la porte moustiquaire claquer alors qu'elle fuyait à l'intérieur. La panique avait commencé à fleurir dans sa poitrine, pleine et suffocante. Elle pensait qu'elle était en train de perdre une partie. Elle n'avait pas encore réalisé que la partie était déjà terminée. Léa était superbe. Elle est rentrée cet après-midi-là comme un fantôme cherchant un corps, pâle, les yeux cernés, se déplaçant dans la cuisine au ralenti, essayant de trouver quelque chose qui n'avait pas bougé sous ses pieds. La maison était trop propre, trop silencieuse. Le son de ses propres talons sur le parquet résonnait comme des coups de feu dans une tombe. Puis elle l'a vu, une simple enveloppe en papier craft posée au centre de la table de la salle à manger, sans nom, sans timbre, juste placée là comme si elle avait toujours eu sa place. Elle a hésité, l'a ramassée comme si elle pouvait la brûler. À l'intérieur, une pile de pages imprimées, sans en-tête, sans signature, mais elle savait qui les avait assemblées. Elle n'avait pas besoin de deviner. La première ligne de la première page disait « 3 mai, 23h42. Endormi au travail. Texto, longue réunion. Ne te réveille pas. » Aucune réponse donnée. Son souffle s'est coupé. En dessous. 5 mai, minuit 17. Maman est en colère contre moi. Texto, juste un verre de plus avec l'équipe. Aucune réponse. Et ainsi de suite. Un registre méticuleux et implacable. Colonne 1, la nuit où elle est rentrée après 23 heures. Colonne 2, ce que son fils avait demandé cette nuit-là. Colonne 3, l'excuse bidon qu'elle avait textée. Colonne 4, la réalité sans réponse. Certaines entrées étaient laconiques. D'autres avaient du poids, comme celle du 14 juin. 14 juin, 18h. Est-ce qu'elle vient m'embrasser pour me dire bonne nuit? Texto, dîner client a duré plus longtemps. Aucune réponse. En dessous, agrafée, se trouvait une image fixe imprimée de notre caméra Nest, ses talons vacillant alors qu'elle essayait de trouver la clé de la maison, riant au téléphone. La main d'un homme vue brièvement sur sa taille avant qu'elle ne la repousse comme un moustique. La troisième page était pire. Des extraits audio. Elle a cliqué sur un. Est-ce que maman est déjà rentrée? Sa voix, si douce, peut-être à 15 cm du babyphone, chuchotant comme s'il ne voulait réveiller personne ou comme s'il avait peur d'être entendu. Le grésillement a sifflé, puis le silence. Elle a cliqué sur un autre. Pourquoi est-elle toujours si en retard? Le bruissement des draps, le bruit sourd de lui se retournant. Elle a laissé tomber la page comme si elle l'avait mordu. Le reste des pages est resté sur ses genoux, non lu, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Elles avaient déjà fait leur travail. Elles n'étaient pas pour le procès, pas pour faire pression, pas pour gagner quoi que ce soit. Elles étaient un miroir, un enregistrement de toutes les choses qu'elle ne pouvait pas déformer, ni avec des excuses, ni avec des larmes de crocodile, ni même avec la routine classique du « je suis juste fatigué ». Elle est restée assise là pendant 10 minutes sans cligner des yeux. Le soleil de l'après-midi a rampé sur le sol et a frappé la table, réchauffant les pages comme pour essayer de les faire fondre. Mais la vérité ne brûle pas, elle reste juste là, froide, lourde. Finalement, elle s'est levée et a laissé l'enveloppe sur la table, mais pas avant de tourner à la dernière page. J'y avais écrit une seule ligne de ma propre main, il ne demande plus après toi. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Cela viendrait plus tard. Elle est juste montée à l'étage les bras croisés comme si elle tenait ses propres côtes ensemble. Pendant ce temps, j'étais assis sur le porche, regardant un album photo avec notre fils, montrant une vieille photo d'anniversaire. Maman était sur celle-là, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, oui, c'était une bonne journée. Nous n'avons pas parlé de l'enveloppe. Nous n'en avions pas besoin. Le mercredi après-midi, elle s'effilochait visiblement, arpentant la maison au rythme frénétique de quelqu'un qui pense que le simple mouvement pourrait inverser le temps. L'avocat n'avait pas rappelé. Le vieux nous était mortellement silencieux. Son propre fils était plus calme autour d'elle, l'observant comme si elle était une enseignante remplaçante qui ne savait pas où les crayons étaient rangés. Alors elle a fait le seul mouvement qui lui restait. Elle a appelé sa sœur. « Peux-tu s'il te plaît venir? J'ai juste besoin de parler. » 20 minutes plus tard, Amanda est arrivée. Que de chevalote, ballerine, dans ce style de grande sœur en mode crise, son visage déjà préparé. Elles se sont étreintes trop longtemps et elle s'est accrochée à Amanda comme un naufragé à un morceau de bois. Pas de maquillage cette fois, pas de faux semblant,
juste des vêtements amples et une femme essayant de prétendre qu'elle n'était pas acculée. Elles se sont assises sur le canapé du salon. Amanda a jeté un coup d'œil autour, remarquant le silence étrange, l'ordre qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel qu'à une maison. Pourtant, elle n'a rien dit. Elles ont commandé de la nourriture thaïlandaise, leur plat réconfortant. Ça l'avait toujours été. Pendant qu'elles attendaient, elle s'est déchargée bruyamment, amèrement, dramatiquement. Il est froid, robotique, comme s'il planifiait quelque chose, comme si j'étais l'ennemi. Maintenant sa voix s'est brisée et elle a essayé de forcer une larme. Je ne le reconnais même plus. Il m'aimait. Maintenant, j'ai l'impression qu'il me regarde me noyer et qu'il prend des notes. Amanda a hoché la tête lentement, écoutant, mais son expression n'était pas de la sympathie. C'était quelque chose de plus calme, d'analytique. Ce silence ne s'est alourdi que lorsque la nourriture est finalement arrivée. Amanda s'est levée pour prendre des assiettes, est entrée dans la cuisine et a vu l'enveloppe. Elle n'était pas cachée, elle était juste là, sur le comptoir, légèrement glissée sous une pile de courrier. Son coin dépassait, révélant un léger tampon rouge. Curieuse, Amanda l'a ramassé. Ses doigts ont effleuré le bord et quelque chose lui a dit, l'instinct peut-être, que c'était important. À l'intérieur se trouvait une photo, une impression couleur brillante. Sa sœur dans un bar en train de rire, sa main sur un verre de vin, et un homme debout derrière elle. Sa main était indubitablement familière, posée bas, trop bas sur son dos, le bout de ses doigts disparaissant juste sous l'ourlet de sa chemise. Ce n'était pas amical, ce n'était pas innocent, c'était intime. L'horodatage dans le coin inférieur racontait le reste de l'histoire. Une date d'il y a à peine 3 semaines, une des nuits où elle avait prétendu conclure un marché avec le directeur régional et qu'elle pourrait être en retard. Amanda n'a pas crié, elle n'a pas brandi la photo comme un trophée, elle est juste restée là à la regarder pendant un long moment, ses doigts se resserrant sur le bord brillant. Sa sœur est entrée dans la cuisine, riant à moitié de l'excuse qu'elle était en train de raconter, mais s'est figée à l'instant où elle a vu le visage d'Amanda. Quoi? Amanda n'a pas répondu, elle a juste soulevé la photo lentement, délibérément, puis sa voix, plate et neutre. Il a envoyé ça. Elle a hoché la tête, son souffle se coupant. Je ne sais pas. C'était juste là. La bouche d'Amanda s'est transformée en une ligne dure. Qui est-ce? Demanda-t-elle, regardant toujours la photo. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Est-ce un de tes collègues? A demandé Amanda. Le mot collègue est sorti comme du poison. Sa sœur n'a rien dit. Amanda a délicatement replacé la photo dans l'enveloppe, l'a glissée dans son sac à main, et a attrapé sa veste. Attends, s'est-elle écriée. Amanda, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Amanda s'est retournée à la porte, le regard dur. Pas maintenant. Tu m'as menti à moi aussi. Elle a serré son sac plus fort. Mais ça explique plus que tout ce que tu as dit ce soir. Et juste comme ça, elle était partie. Elle a laissé la nourriture à emporter sur la table, intacte. Elle a laissé la porte ouverte derrière elle comme si même la fermer semblait trop définitif. Elle est restée là dans le couloir, écoutant le bourdonnement lointain de la voiture d'Amanda qui démarrait. L'odeur de curry vert et de nem remplissait la cuisine comme une blague cruelle. Elle n'a pas mangé, elle ne pouvait pas. Elle s'est juste assise à table, regardant la vapeur s'élever d'un dîner qui n'allait jamais avoir lieu. Pas de dispute, pas de cris, pas de scène, juste la vérité. Silencieuse, tranchante, et chirurgicale. Une enveloppe à la fois. Le jeudi matin est arrivé avec un coup à la porte. Pas du genre frénétique, pas quelqu'un essayant d'alerter ou d'avertir. Non, celui-ci était délibéré, précis. 3 coups à 9h, une d'un coursier en uniforme tenant un presse-papier et une enveloppe matelassée. Elle n'a même pas regardé par le Judas, elle a juste ouvert la porte comme une femme attendant le salut. Livraison certifiée pour Madame Rachel Adler, a dit le coursier d'un ton plat. Il lui a tendu le presse-papier. Elle a signé avec des doigts tremblants encore d'une nuit blanche. Le stylo noir tremblait comme un détecteur de mensonges sous pression. L'enveloppe était lourde, du poids du papier juridique. Ce poids dense et démoralisant qui vous dit, avant même que vous ne l'ouvriez, que cela change tout. Elle a déchiré le rabat dans le couloir, retenant son souffle. Avis d'intention de dépôt d'une demande de séparation et requête de garde temporaire. Tout en majuscule. Times New Roman. Police 12. Clinique, sans émotion. Mortel. Ses yeux ont balayé le texte, son cœur battant plus fort à chaque paragraphe, déposé en vertu d'une absence prolongée et répétée de la résidence de l'enfant mineur, demandant la garde exclusive temporaire pour le père, en référence à des affidavits spécifiques. Et puis sont venues les pièces jointes. Elle a tourné à la première. Déclaration de Madame Karen Rivera, nounou à domicile. Une déclaration sous serment, des dates, des notes, des extraits. Madame Adler n'était souvent pas à la maison le soir.
Je la tenais au courant par message texte, mais je recevais rarement des instructions en retour. Il y a eu plusieurs semaines consécutives où elle n'a pas pris contact avec son fils pendant mes quarts de soirée. Puis la deuxième déclaration, de Madame Hampton, enseignante de première année, elle n'a assisté à aucune conférence parents-professeurs cette année. La communication se fait systématiquement par l'intermédiaire de Monsieur Adler, qui fournit le matériel de soutien et assiste à tous les événements scolaires. Et la troisième, de Monsieur Stein, superviseur du programme périscolaire, le contact d'urgence a toujours été Monsieur Adler. Il est présent à chaque fois pour récupérer l'enfant. Madame Adler est inconnue de notre personnel. Chaque ligne s'aiguisait comme un scalpel. Elle se tenait dans le couloir avec ses chaussures encore délacées, les lisant encore et encore. Sa main s'est agrippée au cadre de la porte comme si le bois pouvait stabiliser son effondrement interne. Elle ne respirait plus, elle haletait seulement. Puis elle l'a vu au bas de la lettre de motivation. Pas le nom d'un cabinet d'avocats, pas un titre de partenaire brillant, pas un bloc de signature soigné, juste un nom, Daniel Adler, écrit proprement. Pas besoin de signature. Son cri a été instantané, une explosion aiguë et primale qui a brisé le silence de la maison comme une assiette jetée contre un mur. Elle a laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir, les pages se dispersant sur le marbre comme des éclats d'obus. Comment a-t-il pu faire ça? Comment ose-t-il faire ça? Elle a attrapé son téléphone, a commencé à taper un message, une diatribe insensée qu'elle pensait probablement maculerait à reculer, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Que pouvait-elle même dire? S'il te plaît, n'utilise pas la vérité contre moi. Elle l'a effacé, a tapé à nouveau, a effacé à nouveau, puis a jeté le téléphone sur le canapé, sa poitrine se soulevant, ses yeux fous. Parce que ce n'était pas juste une autre tactique d'intimidation. C'était formel, déposé, structuré. Chaque y pointé ressemblait à un petit poignard pour son ego. Et le pire de tout, c'était efficace. Ce n'était plus elle qui s'éloignait doucement, laissant la famille pourrir pendant qu'elle courait après les additions de bars et l'approbation de gens dont son fils ne connaissait même pas le nom. C'était moi qui partais maintenant, et je ne claquais pas la porte derrière moi. Je la verrouillais, document par document, témoignage par témoignage, jusqu'à ce que son accès ne soit plus qu'un souvenir qu'elle ne pouvait pas vérifier. Le récit avait changé, pas seulement au tribunal, pas seulement légalement, mais fondamentalement. Elle n'était pas l'épouse abandonnée, elle était l'absente, et le dossier le disait. Vendredi matin, elle s'est réveillée convaincue qu'elle avait encore des cartes à jouer. La panique de la vie juridique ne s'était pas estompée d'un iota, mais quelque part entre le déni et le désespoir, un nouveau fantasme avait pris racine dans sa tête, si je prends le contrôle des finances, je peux encore diriger ça. Elle n'avait aucune idée que le volant avait déjà été retiré et vendu. Elle s'est enveloppée dans une robe de chambre, les cheveux encore non brossés, et s'est assise au comptoir de la cuisine avec son ordinateur portable, les doigts tremblants. Elle s'est connectée à notre compte bancaire joint. Elle l'avait toujours considéré comme notre argent, même si elle n'avait pas payé une seule facture depuis des mois. Je n'ai jamais discuté, je ne lui ai jamais jeté à la figure, j'ai juste tout payé en silence. Jusqu'à maintenant. Accès refusé. Elle a cligné des yeux. A rafraîchi la page. A réessayé. Cet utilisateur n'est plus autorisé à consulter ce compte. Elle a essayé l'épargne, puis le compte de courtage, puis le fonds d'urgence dont elle n'avait jamais posé de questions mais dont elle avait toujours supposé qu'elle obtiendrait la moitié dans le divorce qu'elle pensait initier selon ses propres termes. La même réponse. Verrouillé. Elle a ouvert un nouvel onglet et s'est connectée au portail de la voiture. Peut-être qu'elle sortirait les documents, prouverait qu'elle était copropriétaire du véhicule, peut-être même le vendrait avant que je ne le remarque. Accès refusé. Compte non plus actif sous vos identifiants. Elle s'est figée, est revenue en arrière, a réessayé. Même chose. Puis une troisième fois par instinct, par ego. Son reflet dans l'écran de l'ordinateur portable était maintenant celui d'une femme qu'elle n'aurait pas embauchée pour arroser ses plantes. Yeux cernés, lèvres sèches, épaules affaissées. Elle a tapé vite maintenant, en sueur, cherchant les informations sur l'hypothèque. Rien. Puis un message d'alerte est apparu, propriété désormais gérée par l'entité Adler Trust. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Pas vraiment, mais ça sonnait permanent. C'était la maison, les comptes, même le fichu paiement automatique de l'association des propriétaires. Tout était maintenant légalement structuré sous une fiducie que j'avais mise en place il y a 6 mois. Silencieusement, légalement, proprement. Je n'avais pas déménagé, j'avais manœuvré autour d'elle, et maintenant elle n'avait plus rien sur quoi se tenir. Elle a pris son téléphone et m'a appelé, directement sur la messagerie vocale. A réessayé. Même résultat. À la troisième tentative, elle a finalement entendu le message sortant. Cette ligne n'est plus disponible pour les appels personnels. C'était tout. Pas de chaleur, pas de colère, juste de la finalité.
Elle a laissé tomber le téléphone sur le comptoir et a commencé à faire les 100 pas comme un lion en cage dans un zoo. Des virages serrés, les yeux balayant la pièce à la recherche de quelque chose à attaquer, mais il n'y avait personne à qui crier dessus. Pas d'homme debout pour accuser, pas de foule pour se donner en spectacle, juste elle et le désordre qu'elle avait créé. Elle a ouvert le frigo, vide à l'exception de lait d'amande, d'un houmou presque périmé, et d'une brique de jus. Les courses n'avaient pas été refaites depuis des jours. Elle a ouvert les placards, pas de café, pas de céréales, pas de miettes de pain à suivre, parce que je n'avais pas fait les courses pour elle, seulement pour notre fils et moi. Elle s'est agrippée au bord du comptoir, ses jointures blanches. Sa respiration est devenue rapide, superficielle. Elle a commencé à marmonner des choses, des menaces légales, des absurdités sur la propriété conjugale, sur sa moitié, mais tous les mots rebondissaient sur les murs comme des fléchettes en caoutchouc, parce que voici ce qu'elle n'avait pas compris. Ce n'était pas une préparation de procès, c'était la séparation. Sa sortie avait déjà commencé, pas avec un fracas, pas avec une valise, mais avec des frappes de clavier, avec la fiducie, les actes de propriété redéposés, l'affidavit de garde, les lignes de crédit privé, et oui, la ligne qu'elle n'était plus autorisée à appeler. Elle pensait que nous négocierions, que j'hésiterais. Au lieu de cela, je l'ai laissée là, piégée dans une maison qu'elle ne possédait pas avec une voiture qu'elle ne contrôlait pas, entourée de comptes qu'elle ne pouvait pas toucher, regardant dans la chambre d'écho de sa propre autorité disparue. Elle avait passé des mois à me laisser derrière, maintenant elle avait enfin rattrapé son retard. Lundi matin, elle est arrivée dans le parking de l'école primaire comme si c'était son champ de bataille. Le moteur tournant trop longtemps, les lunettes de soleil cachant le désordre qu'elle n'avait pas réussi à réparer. Elle était trop habillée pour une visite parent-professeur, le blazer trop chic, le parfum trop fort pour 8h15, mais elle pensait que la bonne apparence pouvait encore lui donner accès. Elle ne voulait pas d'une conférence, elle voulait être rassurée, la preuve qu'elle comptait encore. Elle est passée devant le bureau comme si l'endroit lui appartenait. La réceptionniste a offert un sourire poli, mais elle ne s'est pas enregistrée. Elle a tourné directement dans le couloir, ses talons claquant sur le carrelage, s'arrêtant devant la salle de classe 104. La porte était entr'ouverte. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a vu Mademoiselle Hampton, l'enseignante de son fils, organiser le matériel d'art pour la session du matin. Elle a frappé une fois et est entrée. « Bonjour, je suis Rachel Adler, la mère de Josh. Je voulais juste vous parler un instant. » Mademoiselle Hampton a levé les yeux, légèrement surprise, puis a affiché son sourire professionnel. « Bien sûr. J'attends en fait Monsieur Adler pour notre réunion prévue. »« Tout va bien ?» Rachel a cligné des yeux. « Il l'a programmé sans moi. » Mademoiselle Hampton a hésité. Puis elle s'est dirigée vers son bureau et a sorti un dossier. Elle a feuilleté les pages puis l'a doucement tourné pour que Rachel puisse voir. Contact principal, Daniel Adler. Tuteur secondaire, Rachel Adler. Les mots auraient aussi bien pu être gravés dans le béton. « Je suis désolé, » a dit Mademoiselle Hampton, polie mais ferme, « pour toutes les mises à jour ou la planification, nous sommes tenus de passer par le tuteur principal enregistré. C'est la politique de l'école maintenant. » La gorge de Rachel s'est asséchée. Il a changé ça. L'enseignante a fait une pause. Le formulaire a été mis à jour il y a 6 semaines, signé et notarié. Tout a été transféré conformément au protocole du district. La bouche de Rachel a bougé, mais aucun son n'est sorti. Elle a croisé les bras instinctivement. Elle a essayé de sourire. Elle a essayé d'inventer quelque chose sur les horaires de travail et les malentendus, mais l'enseignante était déjà retournée à son presse-papier. « Si vous souhaitez me parler directement, » a-t-elle dit sans lever les yeux, « Monsieur Adler peut approuver une session secondaire et l'ajouter au calendrier. » D'accord, a croassé Rachel. Bien sûr, c'est logique. Elle est sortie de la salle de classe comme quelqu'un quittant les funérailles d'un inconnu. Le couloir semblait plus froid maintenant, plus long. Elle est passée devant le mur de dessin au crayon, a vu le nom de son fils sur une découpe en papier pour l'arbre de la gratitude. Il était écrit « Je suis reconnaissant pour papa. » Il est toujours là. Ses pas se sont accélérés. Elle ne voulait pas pleurer dans le couloir de l'école. De retour dans sa voiture, elle a ouvert la portière d'un coup sec, a jeté son sac à main sur le siège passager, et s'est effondrée sur le siège du conducteur avec un hoquet qui ressemblait presque à un rire, comme si la dernière claque de l'ironie venait de tomber. Et puis elle l'a vu, glisser sous l'essuie-glace, une feuille de papier d'imprimante pliée du genre que les enfants utilisent pour dessiner. Son cœur s'est arrêté une demi-seconde. C'est peut-être une carte. Peut-être qu'il m'a fait quelque chose. Elle est sortie et l'a dépliée. 2 bonhommes allumettes sous un soleil jaune vif, un banc, une balançoire. Le bonhomme allumette le plus grand avait des lunettes, les miennes. Le plus petit avait des lignes brunes en épi, les cheveux de notre fils. Sur le côté, un espace vide. Pas de troisième personnage,
juste de l'herbe en bas au crayon. Juste nous deux maintenant. Sa main est tombée le long de son corps. Le dessin pendait mollement comme un drapeau en berne. Sa gorge s'est serrée. Ses yeux se sont remplis, mais les larmes ne sont pas tombées. Pas encore, parce que le poids n'était pas seulement de la tristesse, c'était du déplacement. Même son fils, dans le langage le plus simple possible, avait redessiné la famille sans elle. Elle n'était plus la valeur par défaut, plus la personne supposée être là. Elle était une invitée dans la vie de son propre fils, et comme toute invitée, elle devait maintenant demander la permission si elle voulait être vue. Elle était assise près de la fenêtre mardi matin, fixant l'œil que j'avais taillé 3 jours auparavant, maintenant légèrement repoussé, juste assez pour l'irriter. Ça m'agaçait avant la vitesse à laquelle elle repoussait. Maintenant c'était son tour. C'est ce qui arrive quand on pense que les choses vont nous attendre. Son téléphone n'avait pas sonné depuis 2 jours, ni d'amis, ni de sa sœur, ni même du groupe de discussion qu'elle dominait autrefois avec des selfies filtrés et des mèmes de rencontres amusants. Le silence était suffocant, mais pas total. Il lui restait encore un numéro en composition abrégée. L'avocat, son nouvel avocat, celui qu'elle avait engagé à la hâte après que Suzanne ait changé de camp et emporté avec elle sa compétence calme et silencieuse. Elle l'avait appelé 5 fois hier. Pas de réponse, 2 emails, un message vocal qui a peut-être semblé plus désespéré qu'elle ne l'avait prévu. Maintenant, enfin, le téléphone a sonné. Elle a sursauté comme si elle avait été électrocutée, manquant de renverser son thé intact. Elle s'est précipitée pour répondre. Rachel, a dit la voix, basse et rapide, comme s'il sortait d'une soufflerie. Oui, oui. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas? J'ai examiné les documents, l'a-t-il interrompu, tous. Son ton n'était pas de l'agacement, c'était quelque chose de pire. De la défaite. La structure est dévastatrice, a-t-il poursuivi. Chaque document que votre mari a déposé est horodaté, contre-référencé, et étayé par des déclarations de tiers. Enseignants, gardiens, registre de la maison, même le logiciel de présence de l'école montre que vous ne vous êtes pas présenté une seule fois depuis plus d'1 an. Elle a ouvert la bouche, mais il a continué. Il a construit une chronologie qui vous dépeint comme volontairement négligente. Pas seulement distraite ou surmenée, mais absente. Absente avec intention. Ce n'est pas vrai, a-t-elle commencé, mais sa voix s'est brisée. Il ne s'est pas arrêté. Le juge ne clignera même pas des yeux. Rachel, vous devez comprendre que ce n'est pas un lui a dit, elle a dit. C'est un dossier structuré, chronologique, sous serment. Il a construit l'équivalent d'une zone d'exclusion aérienne pour la garde. Elle a serré le téléphone plus fort. Alors qu'est-ce que vous dites? Que je perds tout? Je dis, a-t-il répondu, et maintenant sa voix a ralenti, que si vous essayez de combattre cela de manière traditionnelle, vous plaideriez depuis un coin défensif pendant des années, dépensant de l'argent que vous n'avez pas, construisant des arguments que vous ne pouvez pas prouver, et faisant face à une salle d'audience où le propre dessein de votre fils a déjà fait son chemin jusqu'aux mains du juge. Elle a cessé de respirer une seconde. Il a laissé le silence s'installer. Puis il a ajouté, presque à contre-cœur, mon conseil juridique est de régler à l'amiable pendant que vous avez encore un certain mot à dire sur la fin de cette histoire. Elle s'est affaissée contre le cadre de la fenêtre. Non, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je vous crois, a-t-il dit doucement. Mais la loi croit au papier, et il a tous les papiers. Elle a raccroché au milieu de sa phrase. Cette fois, elle n'a pas crié, elle s'est juste laissée tomber par terre, ses genoux heurtant le carrelage comme si elle avait été débranchée de son propre corps. Ses mains sont allées dans ses cheveux, tirant fort, essayant de se réveiller du cauchemar qu'elle avait construit. Un mensonge, une soirée dehors, une promesse en l'air à la fois. Ce n'était pas seulement qu'elle avait été prise, c'était qu'elle avait été déjouée. Pas par la rage, pas par la vengeance, mais par quelqu'un qui s'était préparé. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier ou de claquer les portes ou de posters en ligne. Il n'a pas explosé, il a documenté. Et maintenant, c'était elle qui était acculée, sans carte, sans temps, sans personne qui la croyait. L'homme qu'elle se moquait autrefois d'être trop passif avait simplement attendu le moment où elle l'appellerait froid pour pouvoir enfin lui montrer ce que le froid signifiait vraiment. Le mercredi matin est arrivé, froid et clinique, comme si quelqu'un avait drainé toute la couleur du monde pendant la nuit. Elle s'est levée tôt, plus tôt qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle a pris une douche, a choisi un blazer qui lui allait encore, s'est maquillée avec des mains tremblantes, et a essayé de se souvenir de ce qu'était le sang-froid. Quelque part au fond de son esprit, elle croyait que la bonne tenue, le bon ton, pourrait encore faire pencher quelque chose en sa faveur, que peut-être elle pourrait jouer un rôle pour s'en sortir. Elle est arrivée au palais de justice 15 minutes en avance. Elle s'est assise sur le banc devant la salle d'audience 3C, les jambes étroitement croisées, un dossier à la main, un dossier vide, juste quelques notes griffonnées,
une déclaration à moitié formée qu'elle avait écrite à 2 heures du matin. Son avocat est arrivé peu après. Mallette pleine, expression sombre. Il a à peine croisé son regard. 10 minutes plus tard, je suis entré sans avocat, sans entourage, juste moi et un seul classeur noir sous le bras. Je ne l'ai pas regardé, je n'en avais pas besoin. Je suis allé directement à la table du demandeur et je me suis assis comme si je l'avais répété 100 fois, parce que je l'avais fait. Le juge est entré, un homme plus âgé au regard calme et avec trop d'expérience pour être impressionné par les émotions. Il a ajusté ses lunettes, a ouvert le classeur de documents que j'avais déposé, et a pris son temps. Page après page, affidavit, registre, email, transcriptions audio, dessins, notes de l'enseignante, relevés financiers, tout était là, daté, contre-référencé, organisé comme un musée de son absence. Quand il a finalement parlé, son ton était plat, objectif. C'est remarquablement organisé, a-t-il dit, en tournant une dernière page et en fermant le classeur. Puis il a levé les yeux, d'abord vers moi, puis vers elle. Madame Adler, contestez-vous la chronologie présentée ici? Elle a ouvert la bouche, a pris une grande inspiration, les yeux écarquillés, sur le point de se lancer dans un discours sur les mères qui travaillent et les lignes floues et les complexités émotionnelles. Mais avant qu'elle ne puisse dire un seul mot, son propre avocat a posé une main sur son poignet. Ne faites pas ça, a-t-il murmuré. La pièce est devenue silencieuse. Une seule lumière fluorescente bourdonnait au-dessus. Le juge s'est adossé à son fauteuil, a joint le bout de ses doigts. Ce n'est pas de l'abandon, a-t-il dit. C'est de la préparation. Il a pris son stylo. J'accorde la demande de garde exclusive temporaire au père, a-t-il dit, en signant l'ordonnance sans hésitation. En attente d'un examen complet. Elle s'est effondrée. Pas de cris, pas de sanglots dramatiques, juste la réalisation lente et horrible que ce n'était pas une tempête passagère, c'était un glissement de terrain et elle était déjà ensevelie dessous. Elle s'est penchée en avant, couvrant son visage de ses deux mains, ses épaules secouées. Son mascara a instantanément coulé, tachant ses paumes. Le seul son qu'elle a fait était une sorte de hoquet silencieux, une douleur essayant de s'échapper par une gorge fermée. De l'autre côté de la pièce, je me suis levé calmement, pas de sourire, pas de parade de victoire, juste fini. J'ai glissé le classeur sous mon bras, j'ai fait un signe de tête au huissier, et je me suis dirigé vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois, parce qu'il ne s'agissait pas de punition, il s'agissait de permanence. Et certaines fins ne viennent pas avec des feux d'artifice, elles viennent avec une signature, un sceau du tribunal, et un homme qui s'en va simplement alors qu'elle réalise enfin qu'il était déjà parti.